Alors, bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à l'atelier du REFAD d'aujourd'hui. Le guide CAP, CAP, votre conseiller pour accompagner la réalisation d'une activité pédagogique TIC. Notre formation d'aujourd'hui est offerte par Mme Marilyn Nadeau du Cégep de Rivière-du-Loup et Mme Nathalie Bastien des REPTIC de la Fédération des Cégeps. On remercie également Patrimoine canadien et le secrétariat québécois aux relations canadiennes, le SQRC, pour leur implication financière pour nos ateliers 2019-2020. Le CEDAF aussi de M. François Dallaire pour l'enregistrement de vidéo et le lien que nous allons avoir. Un gros merci, bien entendu, à Marilyn et Nathalie pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous invite, suite à la formation, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à abuser du REFAD, à nous contacter. Ça nous fera un plaisir de vous faire suivre l'information, que ce soit de la part des animatrices vers les participants ou le contraire, les participantes vers les animatrices. On va se faire un plaisir de faire circuler le tout. On vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Pour ceux n'ayant jamais utilisé le logiciel, vous prenez votre curseur, vous descendez le tout en bas, vous allez avoir les boutons de manipulation. C'est un logiciel assez facile à utiliser. La formation se termine à 13h30 heure de l'Est. Si le momentum le permet, les gens sont disponibles et Marilyn et Nathalie sont d'accord, on peut continuer sans aucun problème. Vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit pendant la formation, utilisez le clavardage ou carrément levez la main dans les icônes qui sont présentement dans le clavardage en utilisant votre caméra et votre micro. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Marilyn et Nathalie. Alors, bienvenue tout le monde. C'est un immense plaisir pour moi de commencer cette rencontre. Tout d'abord, Nathalie Bastien, je suis la conseillère responsable du réseau des répondantes et répondantiques qui regroupe les conseillers pédagogiques, les conseillers et conseillères pédagogiques responsables du numérique dans les collèges québécois. Et je suis nouvellement entrée en fonction depuis le mois d'août. Donc, tout le beau travail qui a été fait sur le guide CAP ne me concerne pas, non, c'est pas vrai, mais a été fait bien avant moi sous la gouverne de la personne qui me précédait. On aura l'occasion d'en reparler. Ça émane d'un groupe de travail issu de notre communauté de pratique. Et je vais donc laisser tout de suite la parole à Marilyn qui va démarrer le partage d'écran et commencer la présentation. Marilyn Nadeau, qui est conseillère pédagogique au Cégep de Rivière-du-Loup. Alors, je vais tout de suite lancer le partage. Si le son est mauvais, Alain m'a promis qu'il allait me ramener à l'ordre. Ça va pour le moment, Alain? Oui, parfait. Alors, bonjour, je suis Marilyn Nadeau, conseillère pédagogique TIC au Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis ravie de vous présenter le guide CAP aujourd'hui. Vous allez voir, c'est certain, j'ai un biais favorable, mais c'est un très, très beau guide. Et plus je le présente à des collègues ou dans le réseau, plus ça confirme que c'est un outil qui est très utile. Donc, je suis responsable du comité éthique et réussite depuis 2014 et le guide CAP, c'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de travail. La présentation aujourd'hui, c'est en grande partie se tiendra dans le document que vous voyez à l'écran. Vous avez le lien dans le clavardage et sur la première diapositive, vous avez également le lien pour vous rendre sur ProfWeb parce que la dernière partie de la présentation qui sera faite par Nathalie va vous accompagner justement dans le guide, mais hébergé chez ProfWeb pour que vous soyez en mesure de voir à quel point c'est un outil qui est dynamique. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, rapidement, pourquoi le guide CAP? La structure du guide, comment il est construit, donc les étapes du guide. On a, avec humour, fait une étude de cas, donc le guide à l'essai. Qu'est-ce qu'on compte faire pour bonifier le guide
Et on s'est gardé un moment de questions et de commentaires après la visite dans ProfWeb. Mais comme Alain le disait tantôt, au fur et à mesure que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Ça va me permettre de reprendre mon souffle parce que ça va s'estomper un petit peu au cours de la présentation, mais la nervosité du début, ça va permettre de me calmer un petit peu si vous avez des questions. Donc, pourquoi le guide CAP? En fait, il y a 4 raisons. Pour répondre à un besoin qui était exprimé par les enseignants et les conseillers pédagogiques. Ce genre de guide-là n'existait pas avant du moins pas dans cette forme-là, avant qu'on se mette à la tâche et qu'on le produise. La deuxième raison, c'est pour aider le conseiller pédagogique, qu'il soit TIC ou non, à soutenir efficacement l'enseignant qui souhaite mettre en place une activité pédagogique TIC, et ce, peu importe l'ampleur du projet. Et j'attire votre attention sur le TIC ou non, parce que pour moi, c'est un enjeu très, très important de ce guide-là. J'ai eu de très bons commentaires de conseillers pédagogiques qui ne sont pas TIC et qui se sentaient dépourvus pour accompagner un enseignant dès qu'il y avait un peu de technologie dans un projet que l'enseignant souhaitait mettre en place. Et les conseillers pédagogiques qui ne sont pas, pour qui les technologies ne sont pas la tâche principale, souvent étaient mal pris, puis ils référaient immédiatement l'enseignant à son conseiller pédagogique TIC. Et c'est pas long que le conseiller pédagogique TIC, il se retrouve débordé, alors que la majorité du travail en amont peut être fait par un conseiller pédagogique qui peut permettre de poser les questions à un enseignant. Le guide peut aussi, pour l'enseignant qui le souhaite, il peut être utilisé de façon totalement autonome. Un enseignant peut cheminer du début à la fin en suivant les étapes du guide. Et la quatrième raison pourquoi le guide CAP, c'est pour documenter la mise sur pied des activités pédagogiques intégrant l'éthique et pour être en mesure de bien évaluer leur impact sur la réussite des étudiants. Nathalie? Oui. Pourquoi le guide CAP chez ProfWeb? ProfWeb, pour ceux qui ne le savent pas, qui serait en dehors du réseau collégial québécois, c'est le carrefour de ressources techno-pédagogiques, donc des récits, des dossiers. Donc, c'est un peu, justement, c'est le carrefour de ressources pour les enseignants et les conseillers pédagogiques du collégial. Donc, ProfWeb offre à tous les enseignants du collégial un espace dynamique qui leur permet à la fois de développer des compétences, d'encourager ainsi la mise sur pied d'une activité pédagogique réussie, évidemment, et par ricochet, évidemment. Puis c'est pour ça que le guide CAP émane de notre équipe TIC et réussite, de favoriser la réussite des étudiants. On le sait que les recherches menées pour répondre à la question de recherche, l'usage du numérique a-t-il un impact favorable sur la réussite? La réponse à cette question de recherche-là, c'est souvent oui, si et seulement si la réflexion pédagogique qui sous-tend l'utilisation du numérique est pertinente et bien structurée, etc. Et c'est un peu cette réponse-là. Le guide CAP vient appuyer un peu ces résultats de recherche-là. Merci. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi on a travaillé sur la production d'un guide, la structure du guide, quelle est-elle? En fait, l'équipe TIC et réussite souhaitait mettre en place une démarche d'accompagnement simple, efficace et complète. Donc, en 4 étapes, et on le verra par la suite, il y a des sous-étapes à chacune de ces grandes étapes-là. La première étape, spécifier le déclencheur à l'origine de l'activité. La deuxième étape, formuler les objectifs. La troisième, planifier et réaliser l'activité. Et la quatrième étape, dresser le bilan. On est conscient que dans la majorité des cas,
souvent, il y a un déclencheur, on planifie et on réalise l'activité et ça s'arrête là. Donc, c'est pour ça que chacune des étapes est très, très importante. On les a bien documentées, on les a nourries, donc de ressources, d'exemples, de modèles et de récits pour chacune des étapes et des sous-étapes. Tu sais, un accompagnement, c'est vraiment un pas à pas et c'est ce qui plaît aux conseillers pédagogiques. Ça permet de bien accompagner l'enseignant de son idée d'origine jusqu'au bilan à la fin de son projet. Le guide, en tant que tel, s'appuie sur 3 cadres de référence qui sont extrêmement importants. Le premier, le modèle TPACK. Le modèle qui, en fait le lien entre le contenu au sens plus large, là, la connaissance à développer, la compétence à développer, la technologie et la pédagogie. C'est le modèle de Lee Schulman. J'ai mis dans la présentation, je ne la présente pas aujourd'hui, mais c'est une très courte vidéo, un peu humoristique, qui aide à bien comprendre l'importance du modèle TPACK et pourquoi nous, l'équipe Éthique et Réussite, on a retenu ce modèle-là. C'est un cadre de référence qui parle beaucoup, beaucoup aux enseignants. C'est sûr que nos profs, quand on leur parle de pédagogie, il n'y a pas de problème. Technologie, c'est le souhait qui les amène à notre bureau, mettre en place une activité pédagogique et le contenu. Quand on leur dit qu'une activité pédagogique intégrant l'éthique réussie doit se situer à l'intersection des 3 dimensions, ils comprennent très bien puis ils cheminent avec ça. Le deuxième cadre de référence sur lequel on s'est appuyé, ce sont les travaux de Christian Barrette, les conditions qui contribuent à une intégration réussie d'éthique en classe. Il y a des conditions pour que l'intégration soit réussie. On s'est inspiré des travaux de Christian Barrette. Et évidemment, le troisième cadre de référence, et non le moindre, le profil TIC des étudiants du collégial, qui est aussi un cadre de référence hébergé chez Profweb. Néanmoins, à partir de ces 3 cadres de référence-là, on a quand même senti le besoin d'adapter, d'ajouter une dimension au modèle TPACK qu'on a appelé la modalité d'interaction. En fait, plus on avait des exemples pour construire notre guide, plus on se rendait compte qu'il fallait tenir compte, au-delà de la dimension contenu, pédagogie et technologie, il fallait également tenir compte de la modalité d'interaction. C'est-à-dire, est-ce que mon cours se donne en présence? Mon cours se donne à distance, en mode hybride? Donc, ça avait des impacts sur la façon de guider l'enseignant pour la suite de la mise sur pied de son activité. Voilà. Alors, nous sommes rendus aux étapes du guide et je ramène toujours le modèle TPACK-M pour chacune des étapes parce que c'est à partir du modèle TPACK-M qu'on a construit chacune de nos sous-étapes. Donc, l'objectif, dans le fond, du guide TPACK, le pas à pas, vous pourrez le voir là, quand vous irez visiter Profweb, mais c'est que pour chacune des étapes et des sous-étapes, dans le fond, on amène l'enseignant à se poser les questions, à savoir s'il a pris en considération chacune des dimensions du modèle. De manière, je le rappelle, à se retrouver toujours au centre pour la réussite de son activité. Donc, spécifier les déclencheurs à l'origine de l'activité, pourquoi je veux mettre en place une activité pédagogique intégrant l'éthique? C'est la première question à se poser ou à poser à l'enseignant quand il vient nous consulter. Et les déclencheurs sont de toute origine. Là. Ça peut être mon collège m'oblige à enseigner tel cours à distance. À ce moment-là, le déclencheur, c'est sur le plan de la modalité d'interaction. L'enseignant est tenu d'enseigner dans une modalité qu'il ne connaît pas.
ou encore ça pourrait être sur le plan du contenu. J'ai un sujet aride à passer ou à enseigner. J'aimerais mettre sur pied une activité pédagogique pour faciliter la transmission de ce contenu-là. Ça pourrait être également un déclencheur sur le plan de la pédagogie. J'aimerais rendre mes étudiants plus actifs en classe. Et également, les conseillers pédagogiques, c'est notre tasse de thé. Un enseignant qui arrive dans notre bureau en disant « Moi, j'aimerais ça essayer telle technologie. J'aimerais ça mettre en place un forum ou j'aimerais ça utiliser un environnement numérique d'apprentissage. » À ce moment-là, le déclencheur de son activité est sur le plan technologique. Une fois qu'on a pris conscience, on a bien cerné le déclencheur, on arrive à la formulation des objectifs de l'activité. Et là, au comité de TIC et réussite, on a eu beaucoup de discussions parce que quand il y a le temps de formuler de façon précise les objectifs, on se disait il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit pragmatique pour pas qu'on désenchante notre enseignant qui arrive avec une bonne idée. Puis on le sait, écrire des objectifs, c'est pas si simple que ça. Donc, en fait, ça consiste à indiquer le plus clairement possible ce que vous désirez atteindre par la mise sur pied de votre activité. Pourquoi c'est essentiel de bien rédiger une activité? Bien, c'est que ça permet aux élèves de savoir ce que vous attendez d'eux. Dans la mise sur pied d'une activité pédagogique intégrant l'éthique, si on ne prend pas le temps de bien rédiger son objectif, de le baliser de façon précise, parfois, il peut arriver que les élèves ou les étudiants aient l'impression que le prof, ne sait pas vraiment où il s'en va, puis les élèves, c'est très anxiogène pour eux de se dire, bien, qu'est-ce qu'il attend exactement de nous dans le cadre de cette activité-là. Le fait de produire, de bien rédiger un objectif, bien, ça nous aide à choisir les bonnes méthodes pédagogiques ou technologiques qu'on va utiliser. Et ça permet d'assurer une concordance étroite entre ce que je veux faire, donc les objectifs, et les méthodes d'évaluation. Un objectif qui est bien formulé suggère naturellement la façon d'évaluer l'activité. Donc, l'objectif général, c'est un énoncé court qui exprime l'intention globale de l'activité. Souvent, l'enseignant, quand il va arriver dans notre bureau avec son déclencheur, il a déjà une idée de ce qu'il souhaite, une idée globale de ce qu'il souhaite faire. Néanmoins, et c'est un enjeu important, c'est quel que soit le déclencheur à l'origine de l'activité, qu'il soit lié à la modalité d'interaction, le contenu, la pédagogie ou la technologie, l'objectif général doit comporter nécessairement une cible liée à la dimension contenu. Ça doit être que je veux améliorer les résultats des étudiants, ça doit être augmenter la motivation ou la persévérance ou améliorer la maîtrise cognitive de haut niveau. Pourquoi l'objectif général doit nécessairement être lié à la dimension contenu? Bien, c'est sûr que la mise en place d'une activité pédagogique intégrant l'éthique, c'est quand même une activité d'enseignement et d'apprentissage. C'est rattaché à des objectifs et des compétences ministérielles. Donc, je dois avoir un but, un objectif de réussite ou de développement de compétences chez mes étudiants, peu importe l'activité que je mets en place. Parfois, ça peut être nécessaire de le rappeler à l'enseignant. Donc, je viens de dire tout ça, excusez-moi. Et là, je pense sincèrement que c'est ma partie préférée du guide CAP. Enfin, on a trouvé en équipe une façon simple de produire des objectifs.
Supposons, je vais donner un exemple concret. Supposons qu'une enseignante bien motivée souhaite utiliser Office 365 dans le cadre d'une activité en classe pour faire collaborer ses étudiants. Donc, de façon générale, je lui demande, dans le fond, de bien circonscrire son objectif. D'abord, il y a une formule d'introduction qui indique à quoi se rapporte l'objectif. Ensuite de ça, le verbe ou l'expression générale, c'est comme vraiment le cœur de mon intention, et un complément. C'est vraiment comme une recette. Moi, les enseignants à qui je présente ça et mes collègues conseillers pédagogiques, ils adorent ça parce qu'ils disent « Enfin, c'est facile de faire un objectif ». Donc, je reviens à mon exemple d'Office 365. Dans le fond, l'enseignant, ce qu'il faudrait qu'il me dise, c'est le travail collaboratif en contexte infonuagique permet d'améliorer chez l'étudiant la réussite scolaire. Ça peut être un objectif pour l'étudiant et ça peut être également un objectif pour l'enseignant. Le travail collaboratif en contexte infonuagique permet de faciliter pour l'enseignant le suivi des travaux. Donc, vous voyez que d'ores et déjà, je suis partie d'un déclencheur technologique un peu pédagogique et déjà là, le projet, l'activité intégrant l'éthique prend plus de sens. Maintenant, on va formuler les objectifs spécifiques de l'activité. Là, on met un petit peu de viande autour de l'os. Pourquoi être plus précis? Bien, ça va vraiment nous aider dans l'évaluation de notre activité. Donc, il y a toujours une formule d'introduction qui est centrée sur la personne visée, que ce soit l'enseignant ou l'étudiant. Il y a toujours un verbe d'action. Dans ProfWeb, on s'est assuré de faciliter la vie de l'enseignant qui souhaite bien choisir son verbe d'action. On a attaché une ou des taxonomies pour les verbes d'action pour qu'ils puissent être en mesure de bien choisir ce qu'il attend de ses élèves. Et enfin, le complément qui précise le contenu sur lequel le verbe d'action s'exercera. Et ça, c'est très important quand viendra le temps de faire le bilan de l'activité. Donc, je reviens toujours à mon exemple d'Office 365 de tout à l'heure. L'étudiant qui travaille en contexte infonuagique réalise une production de qualité supérieure à ce qu'il aurait réalisé individuellement. L'enseignant qui met sur pied une activité de travail collaboratif en infonuagique fournit plus rapidement des rétroactions à ses étudiants. Donc, déjà là, je sais comment je pourrais témoigner de la réussite ou non de mon activité. Je n'ai pas encore déterminé comment je vais le faire, mais au moins, je sais ce que j'attends de mes étudiants et comment je pourrais témoigner à la fin quand je ferai mon bilan. Bon, on est passé au travers de l'étape 2, qui était un petit frein, il faut se le dire, à l'enthousiasme de l'enseignant qui était déjà prêt à planifier et à réaliser son activité intégrant l'éthique. Il était arrivé avec son déclencheur, il était prêt à procéder, mais on a fait un petit détour vers un objectif. On est maintenant prêt à planifier et réaliser l'activité. Donc, peut-être que vous avez remarqué qu'à l'étape 2, j'ai fait abstraction temporairement de mon modèle TPAP-M, mais quand vient le temps, l'étape 3, de planifier et réaliser l'activité, je ramène mon modèle avec ses 3 dimensions de base et la dimension modalité. Donc, on est maintenant rendu à organiser le déroulement de l'activité selon les objectifs. Toujours garder en tête l'objectif qu'on vient de produire. Prévoir la collecte de l'information en vue du bilan. Et déterminer quels seront les résultats attendus à partir des données recueillies. Déroulement de l'activité. Là, il y a des choix à faire. Donc, c'est comme, dans le fond, une liste d'éléments à ne pas oublier. Donc, à partir des dimensions du modèle TPAP, je suis à
imaginer le déroulement de mon activité. Donc, si j'y vais au niveau des modalités, est-ce que je serai en présence, à distance, en mode hybride? Il faut d'ores et déjà, est-ce que je serai dans un laboratoire, dans une classe? Ça a un impact sur l'approche pédagogique et sur les outils que j'utiliserai. Pour le contenu, est-ce que tu intègres ton activité pédagogique dans tout un cours, dans seulement une partie de cours? Est-ce que c'est des connaissances, des compétences, des habiletés de haut niveau? Il faut préciser, circonscrire comme il faut le contenu qui est touché par l'intégration pédagogique de mon activité. La pédagogie. Alors, quelle approche pédagogique tu choisis? Quelles seront tes stratégies? Toi, tes tâches comme enseignant, ce sera quoi? Quelles seront les tâches de tes étudiants? Est-ce que ton élève sera proactif, actif ou passif? Et toi, ton rôle comme enseignant, est-ce que tu seras facilitateur, animateur ou didacticien? Donc, dans le guide qui est hébergé chez ProfWeb, pour chacune de ces questions-là, on a, je dis chacune, pour plusieurs de ces questions-là, on a des ressources, soit des récits, des cadres de référence, des outils, bref, qui aident à l'enseignant qui veut aller plus loin quand vient le temps d'approfondir ces questions-là. La techno, quel outil technologique tu choisis de retenir? Les ressources matérielles, est-ce que ça te prend des caméras supplémentaires? Est-ce que tu as besoin d'un local en particulier? Quelles sont les ressources humaines à planifier? As-tu besoin qu'un technicien soit disponible avec toi? Est-ce que tu as un plan B? Ça prend toujours un plan B avec les technologies. Donc, si tu n'as pas de plan B, ben, on aide l'enseignant à prévoir un plan B. La sous-étape 3.2, la collecte d'informations. Alors, ça encore, souvent, c'est une étape qui est escamotée parce que on la considère pas si importante. Pour être en mesure à la fin de l'activité d'aller au-delà du senti, ah, mes élèves ont semblé apprécier l'activité. Il faut d'ores et déjà, quand vient le temps de planifier l'activité, déterminer quelles mesures on va retenir. Quand on parle de mesures recueillies, ben, en fait, c'est des indicateurs qu'on détermine au moment de planifier et réaliser l'activité. Ouais, qu'est-ce que je vais choisir comme indicateur? Est-ce que c'est le résultat à un travail ou à un examen? Est-ce que mon activité, dans le fond, je pourrais utiliser le nombre d'absences pour témoigner de la réussite de mon activité? Il faut déjà le déterminer avant de se lancer dans l'activité elle-même. Est-ce que si je mets en place un forum, par exemple, est-ce que c'est le nombre d'interventions que je vais considérer quand je vais faire le bilan de mon activité? Quand est-ce que je vais recueillir les mesures? Est-ce que c'est au début du cours, à la fin du cours, en plein milieu? Puis comment je vais le faire? Ça, c'est hyper important. Est-ce que ce sera un travail que l'élève va réaliser? Est-ce que c'est un focus groupe? Est-ce que ça peut être est-ce que c'est un focus groupe ou un questionnaire? Ça pourrait être tout simplement un questionnaire qu'on adresse à l'élève. Mais il faut déjà déterminer comment on va évaluer notre activité. S'il y a des questionnaires à construire, d'ores et déjà, il faut les construire. Et là, il faut déterminer quel résultat on attend. Donc, pour chacun des objectifs, il y a deux situations possibles. Ou bien, on va choisir un résultat qui est quantifiable. Par exemple, un taux de 10 %, une diminution de 10 % du taux d'absence, je pourrais considérer que mon activité, elle est réussie. Il faut déjà se projeter. Au moins 5 citations dans un travail. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai dit il faut que l'élève soit conscient de ce qu'on attend de lui. Bien, c'est la même chose. Il faut que l'enseignant, déjà,
mettre en place un objectif, un petit objectif. Ça pourrait être également un résultat non quantifiable. Ça, c'est très fréquent. Donc, par exemple, j'ai mesuré l'intérêt de mes étudiants pour la nouvelle activité que j'ai mise en place. Okay. Comment tu vas mesurer l'intérêt de l'activité? Bien, ça sera soit un focus group ou soit un questionnaire d'évaluation de mon activité. Voilà, j'ai planifié et je réalise mon activité. Et je suis rendue à faire, dans le fond, le bilan de mon activité. Encore là, quand est venu le temps de placer cette 4e étape-là, au moment où on a parlé des indicateurs en équipe éthique et réussite, et quand est venu le moment de dire, bien, il faut, en enseignement supérieur, s'assurer d'évaluer une activité qu'on met en place, on a eu beaucoup de discussions parce qu'encore là, on se disait, bien, si on impose à l'enseignant ou à un groupe d'enseignants de dresser un bilan, bien, on ne veut pas faire de la recherche-action. C'est pas ça que souvent l'enseignant, c'est pas ce qu'il souhaite faire. Il veut juste mettre en place une activité pédagogique intégrant l'éthique. Donc, mais on s'est dit qu'en enseignement supérieur, on avait le devoir de se poser la question puis d'aller plus loin que le senti. Donc, pourquoi faire un bilan? Bien, pour savoir si les objectifs ont été atteints, pour interpréter ce qui se dégage de l'évaluation que je fais de mon activité et surtout pour suggérer des améliorations qui sembleraient pertinentes à l'activité en question. Donc, notre point de départ sur le bilan de l'activité, c'est qu'on avait l'impression, on est toujours content de lire un récit dans ProfWeb, un prof qui a mis en place une activité avec ses élèves et qui se donne la peine d'écrire un récit. Bon, parfois, on a l'impression qu'on reste un peu sur notre faim et on se demande, oui, mais cette activité-là que tu as mise en place, est-ce qu'elle est réussie ou pas? Et si moi, je veux la refaire, je voudrais essayer, m'appuyer sur ton récit pour aller plus loin, sur quoi je peux m'appuyer pour améliorer ton activité? On avait l'impression que cette étape-là, bien, la majorité des enseignants ne dressaient pas un bilan assez précis de leur activité. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'avec le guide, de plus en plus d'enseignants qui vont mettre en place des activités vont se donner la peine de faire un bilan et de rédiger soit des récits dans ProfWeb ou un article dans Pédagogie collégiale. Alors, avant de passer à l'étude de cas, donc le guide à l'essai, Alain, il n'y a pas de questions dans le clavardage. Ça va bien? Oui. Pas de questions pour l'instant, tout va bien? Parfait. Donc, j'ai préparé une courte vidéo pour vous montrer, dans le fond, avec humour, l'importance d'être cohérent et de viser vraiment le centre du trio contenu, pédagogie et technologie. Je mettais l'espace de 2 minutes, puis on revient tout de suite après la vidéo. Un récit inspiré d'une réflexion de Patrick Plante, chercheur postdoctoral à la TELUC. Michel est enseignant en soins infirmiers. Cette session, il a mis en place une activité avec ses 12 étudiantes de 2e année.
Michel a commencé à travailler sur un questionnaire qui comporte une centaine de questions. Ces questions portent sur l'identité professionnelle de l'infirmier. Il a utilisé un logiciel qui permet des rétroactions avec l'étudiant et surtout qui compile les réponses. Michel est déçu des résultats qu'il a obtenus. Que fallait-il mettre en place pour obtenir les résultats escomptés? Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui cloche dans l'activité pédagogique mise en place par Michel? Son intention pédagogique était claire, développer des habiletés cognitives de haut niveau. Toutefois, qu'en est-il de l'outil technologique qu'il a retenu? Sur profweb.qc.ca, vous trouverez un cadre de référence intitulé Guide CAP, conseiller pour accompagner la mise sur pied d'une activité pédagogique éthique, dans lequel nous proposons une démarche d'accompagnement structurée. Alors voilà, pauvre Michel, il avait mis beaucoup d'ardeur. Son intention pédagogique, elle était claire. Il souhaitait que ses élèves, dans le fond, il souhaitait une approche socio-constructiviste. L'outil qu'il a choisi, et on est conscient que ça lui a pris énormément de temps à construire ce questionnaire-là. C'était un bel outil en plus, c'est que chaque fois que l'enseignante répondait à une question, l'étudiante répondait à une question, elle avait une rétroaction. Et Michel, en plus, avait les résultats qui se compilent dans un fichier Excel. Le seul problème de l'outil que Michel a choisi, dans le fond, c'est qu'il a utilisé un questionnaire avec rétroaction qui permet plutôt une approche behavioriste. Alors là, dans le fond, vous avez le schéma ici qui montre Michel n'était pas au centre de l'interstice. Ce qu'il aurait pu choisir comme outil, moi, comme conseillère pédagogique, je lui aurais proposé un forum, je lui aurais proposé c'est ça, des outils collaboratifs pour faire en sorte que les élèves échangent entre elles et construisent leur propre savoir sur les idées des autres. C'est un exemple. Si je reviens, tout à l'heure, j'avais un bel exemple à vous montrer ici. Je reviens, je m'excuse. Sur le bilan, pourquoi dresser un bilan, puis pourquoi déterminer bien avant l'activité ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut mesurer? J'ai accompagné un enseignement en histoire et civilisation qui souhaitait... Son déclencheur, dans le fond, c'était un contenu aride. Il dit, mes élèves s'absentent beaucoup, donc j'aimerais mettre en place une activité qui ferait en sorte que j'aurais pas besoin d'utiliser de l'espace classe pour distribuer ce contenu-là. Donc, il a utilisé la classe inversée. Dans le fond, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que François, dans son intention, c'était de diminuer le taux d'absentéisme. Quand il a présenté cette activité-là qu'il avait mise en place à son département, il a pu témoigner que les élèves, grâce à la classe inversée, écoutaient les vidéos avant de se présenter en classe. Quand ils arrivaient en classe, ils étaient disposés à faire du travail. Donc, ils s'absentaient beaucoup moins. Donc, il a pu témoigner de ça avec des chiffres à l'appui. Et un membre dans la salle a posé la question, oui, mais qu'en est-il de la réussite, du taux de réussite de tes étudiants? Et sa réponse a été toute simple. Il a dit, ce n'est pas un indicateur que j'avais retenu, ce n'était pas ce que je voulais mesurer. Par conséquent, je considère que mon activité a été réussie. Mon taux d'absentéisme a diminué. Et oui, je pourrais, dans une phase 2 de mon projet,
vérifier, ajouter un nouvel indicateur qui pourrait être le taux de réussite de mes étudiants. Voilà. Alors, j'ai fait un aparté, je reviens sur l'importance, les 5 raisons qui font que c'est essentiel de s'attarder au trio technologie, pédagogie et contenu. C'est que ça facilite l'utilisation d'une technologie appropriée. Dans l'exemple de Patrick Plante tantôt, donc si on se soucie dès le départ de nos 3 composantes, on a plus de chances de bien tomber sur le choix de la technologie. Ça explicite la place de l'enseignant et de l'apprenant. Qu'est-ce que chacun a à faire? Ça augmente la pertinence de l'enseignement et de l'apprentissage. Ça pousse l'enseignant à repenser ses stratégies pédagogiques de manière structurée. Et finalement, c'est le plus important, c'est que ça affine le regard critique de l'enseignant sur la place que doit garder la pédagogie lorsqu'il y a usage de technologie. C'était vraiment l'intention première du Guide CAP, c'était d'accompagner sur le plan méthodologique, particulièrement pédagogique, l'enseignant qui souhaite mettre en place une activité, du déclencheur au bilan, à l'évaluation de son activité. On serait rendu à prendre des questions, des commentaires. S'il n'y en a pas à ce stade-ci, Nathalie va faire une visite avec vous du Guide CAP dans ProfWeb, mais d'ores et déjà, s'il y avait des questions ou des commentaires, on pourrait les accueillir. Ben, il y avait une question de François avec laquelle Nathalie est en train de répondre via le clavardage. Le nom précis de l'outil technologique qui a été utilisé. L'outil qui n'a pas fonctionné, celui utilisé par l'enseignant dans la vidéo. L'enseignant de Patrick Plante, dans le fond, dans son article, Patrick n'en fait pas mention. C'est un outil qui donne une rétroaction, fait qu'on pourrait imaginer, moi quand j'ai lu ce récit-là, j'ai imaginé que ça pouvait très bien être fait, par exemple, dans Moodle, où quand je réponds à une question, selon ma réponse, j'ai une rétroaction. Mais ce n'est pas précisé. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, même des suggestions? Vous pouvez utiliser le clavardage, bien entendu, ou prendre la parole via votre micro, la caméra. Sinon, tout est clair. On laisse la parole à Nathalie et à Marilyn. Donc là, en principe, il faudrait que j'arrête mon partage et que Nathalie puisse faire son partage. C'est fait. Nathalie, tu peux partager si tu le désires. D'accord. Je vais me rendre sur le Guide CAP, ça ne sera pas bien long. Et il y avait François aussi qui soulignait Framaform, un outil libre de sondage et de formulaire. Merci. Ça ne sera pas bien long. Mais peu importe, c'est pas le bon outil. Oui, c'est ça. C'est pas le bon outil que pauvre Michel, il a retenu. Puis c'est ça, c'est que ça peut souvent être décourageant pour un enseignant qui a une bonne idée s'il n'est pas bien guidé. Puis, pendant que Nathalie cherche, je fais un peu de pouce là-dessus. Vous imaginez très bien là, le Guide CAP. Tous les conseillers pédagogiques de mon collège auraient pu accompagner un enseignant comme Michel. Puis, quand serait venu le temps de choisir le bon outil technologique, il aurait pu, à cette étape-là, consulter le conseiller pédagogique. Mais tout le reste du travail aurait pu être fait par un conseiller pédagogique ou par l'enseignant lui-même. Je fais du pouce là-dessus, Marilyn, en disant, puis peut-être en relançant tout le monde qui peut donner des réponses dans le chat, combien de conseillers pédagogiques ont déjà accompagné des enseignants qui sont arrivés avec un déclencheur de « je veux utiliser tel outil ». Puis ensuite, il escamote un peu les forts objectifs de l'activité, il réalise, puis là, il fait « ah, ça n'a pas marché » ou « ah, ça a un peu marché ». Fait que quand on reste sur le plan des perceptions, puis qu'on va de l'avant avec une exploration qui n'est pas planifiée de manière un peu systématique,
Puis on remarquera, pour ceux qui connaissent ça, que la démarche du GuideCap croise un peu deux démarches. Une démarche d'accompagnement pédagogique, puis un peu aussi une démarche de gestion de projet. Parce qu'on définit les objectifs, mais on définit aussi les indicateurs de réussite puis les cibles à atteindre. Donc, c'est un peu ces deux modes de planification-là qui sont suggérés par le GuideCap. Vous voyez à mon écran le GuideCap tel qu'il est hébergé chez ProfWeb. Ah oui, puis on avait dit, d'abord, je vais présenter ProfWeb rapidement. Donc, ProfWeb, d'ailleurs, Catherine Réaume de ProfWeb est en ligne, si jamais tu veux dire un petit coucou dans le clavardage. ProfWeb, c'est donc un carrefour de ressources avec plein de choses fascinantes comme des publications, des récits d'enseignants, des dossiers, etc. Et il y a dans la section cadre de référence le profil TIC des étudiants et le GuideCap qui est ici et qui nous ramène à la page que j'avais au départ. Donc, je vais regarder ici parce qu'on voit bien les étapes. Les étapes que Marilyn a décrites, elles sont toutes là. Et à chacune des étapes, vous voyez, vous avez la démarche qui est là, qui peut être un peu en auto-accompagnement pour un enseignant qui veut le faire seul ou en accompagnement pour un conseiller pédagogique qui veut accompagner un prof. Et les ressources de ProfWeb associées à chacune des étapes se trouvent dans un volet à droite. Donc, à chaque fois qu'on pense à des déclencheurs, bien, il y a des ressources pour s'inspirer. Parfois, il y a même des résultats de recherche ou les documents de référence, bien, c'est souvent le GuideCap en tant que tel. Je vais cliquer là-dessus juste pour qu'on puisse voir un peu l'espèce de carte conceptuelle. Vous pourrez aller le revoir. Il y a quelqu'un qui demandait dans le clavardage, est-ce qu'on pourrait avoir un guide PDF? Là, j'ai même pensé, je me suis dit, peut-être que faire un gabarit qui permettrait au conseiller pédagogique de le remplir avec l'enseignant, c'est une idée. Mais si vous voulez avoir une vue d'ensemble de l'ensemble du GuideCap, cette carte conceptuelle-là en est un bon exemple. Donc, à chacune des étapes, on voit un peu ce que Marilyn a présenté, la modalité d'interaction, sur le plan du contenu, se poser donc des questions à chacune des étapes dans le but d'avoir une démarche d'accompagnement pédagogique structurée qui va permettre la définition et l'atteinte ou non des objectifs, mais en tout cas une définition des objectifs, des résultats à atteindre et des cibles à atteindre, des indicateurs et des cibles. Donc, chacune des étapes sont là. Où suis-je? Je vais revenir parce que j'aime bien l'avoir ici. Formuler les objectifs, on voit les tableaux. On va les voir, ils vont apparaître. Donc, ce tableau-là que Marilyn montrait dans sa présentation. En préparant l'activité, Marilyn me racontait qu'au cours de la phase d'incubation, je ne sais pas trop comment le dire, là, du GuideCap, il y avait une espèce de rêve de générateur d'objectifs, pas d'objectifs pédagogiques, mais d'objectifs d'accompagnement pédagogique. Un peu, comment on pourrait faire, cocher ici, cocher ici, cocher ici, on génère l'objectif. C'est un peu ça, ça sert un peu, ça sert ce propos-là, ce tableau, une formule d'introduction, un verbe exprimant une intention générale d'enseignement, puis un complément qui explique sur quoi porte l'intention générale. Donc, c'est vraiment comment on formule des objectifs de manière assez systématique toujours dans le but de préciser la pensée de l'enseignant qui arrive dans le bureau du conseiller pédagogique avec « je veux utiliser tel outil », mais on s'assoit, on réfléchit, on planifie, on fait, et souvent, on a de meilleurs résultats que si on fonctionnait juste en mode exploratoire. Donc, objectif général, objectif spécifique, et je reviens, désolée pour la nausée que peut engendrer le scrollage.
Encore une fois, la planification, on remontre un des cadres de référence sur lequel s'appuie le GitCap. Et ça donne du contenu, ça donne du contenu qui structure la réflexion aussi. Nos ressources sont abondantes ici pour planifier et réaliser l'activité. Juste pour expliquer un peu sur le plan méta, comment on a fait pour réaliser ça, c'est qu'on est allé voir dans les récits de ProfWeb, il y en a des récits ProfWeb parce que ça date de plusieurs années, mais quel récit de ProfWeb était le plus porteur pour telle ou telle étape du guide, et ça permet donc à l'enseignant de pouvoir s'inspirer. Et enfin, dresser le bilan de l'activité, souvent quelque chose qui est escamoté aussi, qui est un passage obligé si l'expérimentation pédagogique est financée dans le cadre d'un dégrèvement, par exemple. C'est un passage obligé. Puis quand c'est pas un passage obligé, ben, on peut comprendre le prof d'être un peu, de vouloir terminer rapidement. On les comprend, c'est humain, mais si on veut réinvestir l'expérimentation qui a été faite par cet enseignant-là, c'est nécessaire de dresser le bilan, de vraiment poser un regard sur ce qui a été fait. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Comment est-ce qu'on peut expliquer les écarts s'il n'y a pas eu d'atteinte de l'objectif? Et une amélioration, si on voulait refaire, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on consoliderait et qu'est-ce qu'on développerait davantage? J'attire votre attention parce que c'est très, très parlant. Quand on a vu le guide CAP dans ProfWeb, si vous remarquez tout à l'heure à l'étape 3, la quantité phénoménale de ressources à droite qui sont disponibles, ce sont souvent des récits ProfWeb, par rapport à l'étape 4 où il y a très, très peu de ressources disponibles parce qu'il y en a quelques-unes quand même, mais on aimerait vraiment en avoir plus des gens qui témoignent qu'ils ont fait un bilan pour dresser au terme de leur activité pour être en mesure d'associer des références. Donc, c'est très, très parlant. L'étape 2 versus l'étape 4 et l'étape 3 dans le milieu où on a des tonnes et des tonnes de ressources. C'est ça. Donc, moi, ça compléterait ma visite guidée. J'irais peut-être encore une fois, à lancer une question auquel vous pouvez répondre verbalement ou dans le clavardage. Est-ce que dans votre expérience, l'accompagnement... Désolée pour mon petit ding-ding. Est-ce que dans votre expérience, à quelle étape l'accompagnement des enseignants est le plus escamoté, selon vous, dans votre expérience? Là, on prendrait soit les mains ou j'irai lire le clavardage. Vous pouvez répondre à la question directement dans le clavardage ou en utilisant votre caméra et votre micro sans problème. Juste répéter la question une autre fois, s'il te plaît, Nathalie? Oui, je dirais, donc, parce que je devine que ces étapes-là ne vous sont pas étrangères si vous êtes conseiller pédagogique. Cette démarche-là, elle est structurée, systématique, tout ça, mais parfois on le fait de manière intuitive. Et si vous regardez ces objectifs-là ou ces étapes-là, quand vous accompagnez des enseignants, quelles sont les étapes, quelles sont les étapes qui sont le plus souvent escamotées, qui sont le plus souvent oubliées, ou à quel niveau se situent les difficultés d'accompagnement pédagogique? Une réponse dans le clavardage, les étapes d'accompagnement le plus souvent oubliées. On parle ici objectif et bilan. Ouais. La plupart du temps, il y a Marie-Josée Tondreau, David Laplante et Simon qui soulignent ça. Et pour l'instant, c'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les étapes d'accompagnement le plus souvent oubliées, les plus problématiques. Sinon, David Laplante également. Sinon, parfois dans la planification, s'il est mal accompagné dans cette étape,
Il y a Mme Anne-Marie No qui nous souligne les objectifs mesurables, plus le bilan. Oui. Madame Elisabeth Labrie, je suis professeure pas accompagnatrice. La dernière, car une fois les évaluations corrigées, on passe à autre chose. Ça roule très vite. Puis, ils n'ont pas tort, là. Quand une activité est terminée, on est fatigué, on a surtout envie dans les rythmes des sessions. Mais oui, mais tout à fait, là, c'est tout à fait compréhensible. Puis, mais c'est le petit pas de plus qui va faire en sorte que si on investit ce temps-là, on va avoir un retour sur investissement quand on va refaire l'activité ou quand d'autres vont refaire l'activité. Je vais arrêter mon partage, à moins que j'ai des questions spécifiques sur où je dois trouver telle chose. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres réponses concernant les étapes d'accompagnement le plus souvent oubliées? Oui, il y en a un autre. Il faut souvent relancer pour savoir comment ça s'est passé en classe. Oui, effectivement. Mais effectivement, ça fait partie un peu de la démarche d'accompagnement, mais parce que l'enseignant qui est pris, l'enseignant qui est dans le déroulement de l'activité, il n'est pas toujours constamment en méta-réflexion ou en pratique réflexive. Oui, il faut relancer souvent, mais souvent, ce que j'ai constaté quand j'étais conseillère pédagogique en établissement, c'est que l'enseignant est content qu'on lui demande comment ça va. Il est content de prendre 2 minutes pour ensuite réfléchir à comment ça va. Mais quand il est dans la réalisation de son activité, il y a un rythme qui est pris avec les étudiants, avec l'outil technologique aussi, qui fait en sorte qu'il ne le fera pas spontanément, mais que c'est apprécié quand il le fait. 2 autres commentaires dans le clavardage. Il y a un commentaire incroyablement important de la part de Marie-Josée Tondreau. Vous êtes vraiment trop hot. Et quand c'est un autre commentaire de Mme No, quand c'est approprié, j'aime bien aller en classe avec les profs en tant que conceptrice, accompagnatrice. Pardon. Oui, tout à fait. Quand c'est possible, quand le contexte est favorable, quand, j'imagine, on est concepteur pédagogique à distance, c'est peut-être plus difficile, mais oui, aller en classe, c'est certain que si c'est ce que le prof souhaite, c'est vraiment intéressant aussi. Est-ce que... En fait, moi, j'aimerais, parce que ma préoccupation, quand on nous a demandé à Nathalie et moi d'animer cet atelier-là, c'était, dans le fond, dans un contexte d'atelier REFAD. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, voyons donc, est-ce que le guide CAP, avec ses 4 étapes, peut être pertinent pour un enseignant qui enseigne à distance? Puis, je me suis, 2 minutes après m'être posé la question, je me suis répondu effectivement, c'est c'est simplement une modalité, c'est la modalité qui change. Mais les 3 autres dimensions doivent être prises en considération, peu importe la modalité. Donc, ce que j'appelle le target, là, le centre à viser, qu'on soit en présence ou à distance, c'est une priorité. Et plus je vous écoute parler, dans le fond, je me suis dit également que parmi nos objets de travail, parce que là, on cherche, on va bonifier le guide, c'est sûr. Le travail se poursuit en 2019-2020. Donc, on a un grand souci chez ProfWeb et dans l'équipe TIC et Réussite de faire en sorte que les ressources qui sont associées à chacune des étapes et des sous-étapes soit vivante et que ça bouge, que ça soit à jour. Donc, et ça, c'est pas magique, il y a quelqu'un derrière qui lit tout ce qui se produit, qui est publié sur ProfWeb et qui associe ça aux bons endroits dans les étapes et les sous-étapes du guide. Ce qu'on aimerait faire, donc ça va se faire en continu l'an prochain, dès cette année et l'an prochain. Ce qu'on souhaite faire également, c'est de produire des exemples concrets de la démarche en 4 étapes. Un peu des exemples comme celui de Patrick Plante. Donc, on aimerait partir du début. On ne sait pas quelle forme ça prendra exactement, mais c'est notre souci de faire des fiches d'exemples concrets de la démarche en 4 étapes.
on souhaite produire un outil de consignation pour l'enseignant qui, soit avec son conseiller pédagogique ou de manière autonome, va utiliser le guide, mais qui va cheminer à l'intérieur des étapes et des sous-étapes et qui pourrait consigner de façon, au fur et à mesure, chacune de ses réponses et ses réflexions. Et on souhaite, ça c'est un travail de longue haleine, bonifier le guide. Au regard, il y aura un prochain cadre de référence qui sera publié prochainement dans ProfWeb qui touche l'évaluation des apprentissages en ligne. Donc, c'est un souci qu'on a au Répondantique de s'assurer que nos cadres de référence se parlent entre eux et parlent à d'autres cadres de référence. Donc, c'est nos objets de travail. Et suite au clavardage, j'ajoute un objet de travail, Nathalie, je te l'annonce en grande primeur, c'est que je suis d'avis qu'il nous faudrait réfléchir à une façon simple d'aider l'enseignant à produire un bilan. Donc, peut-être un modèle, un peu comme une recette, comme on l'a fait pour nos objectifs, pour faire en sorte que notre enseignant ne se décourage pas et qu'il ait envie de produire un bilan assez précis pour qu'un autre enseignant puisse construire sur son activité. Voilà, ça ferait le tour pour moi. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez utiliser beaucoup de notre guide. Vous allez nous faire des suggestions pour l'améliorer. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou même que j'ai souligné tout à l'heure des suggestions? Vous pouvez utiliser le clavardage, bien entendu, ou prendre carrément la parole via votre micro et votre caméra. Questions, commentaires? Alors, on a des commentaires positifs. Merci beaucoup et beau travail pour l'instant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, il n'y aurait pas de questions ni de commentaires. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que vous êtes hot. C'est confirmé. C'est confirmé. Alors, ça mettrait fin à l'atelier d'aujourd'hui. Un gros merci à Maraline et Nathalie pour votre attitude et surtout pour le généreux partage d'informations que vous avez fait circuler aujourd'hui. On rappelle à tout le monde, si vous voulez obtenir les liens, le clavardage et le lien vidéo, vous contactez refad@sympathico.ca que vous voyez présentement dans le clavardage. On vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Je répète encore mon invitation tout à l'heure. Si jamais Maraline et Nathalie, vous voulez faire circuler l'information supplémentaire vers les participants, aucun problème. Et la même chose, les participants, vous voulez contacter Maraline et Nathalie, vous contactez le REFAD et en ayant également le guide qui va vous être expédié si vous en faites la demande, vous allez avoir les références de Mme Nadeau et Mme Bastien. Alors, merci à tous. Et je laisse plutôt le mot de la fin à Marilyn et Nathalie. Allez-y. Je peux peut-être y aller d'accord. Ben, moi, j'en profite pour remercier le REFAD pour nous donner cette occasion-là de rendre public une des productions du réseau Reptique, de remercier l'équipe TIC et Réussite et surtout sa membre principale, Marilyn Nadeau. Donc, les travaux de l'équipe TIC et Réussite se poursuivent cette année en bonifiant le guide et possiblement aussi, moi aussi en grande primaire, Marilyn, avec une collaboration avec le Carrefour de la réussite au collégial. Donc, c'est toujours une préoccupation constante de la part du réseau Reptique d'à la fois soutenir les conseillers pédagogiques responsables du numérique dans les collèges et par ricochet de soutenir la réussite des étudiants. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté et on se dit à la prochaine. Ben, avant de laisser la parole à Marilyn pour le mot de la fin, il y a 2 commentaires. Merci ceci permet de concrétiser ma pratique lorsque je monte des activités. Ça me rassure de voir que je suis dans la bonne direction. Et Mme Suzanne Huot du Collège Boréal, très intéressant, nous allons consulter le guide. Marilyn, le mot de la fin de la fin. Le mot de la fin, alors la dernière diapositive qui est dans
La présentation, c'est un petit résumé de toutes les personnes qui ont collaboré. Évidemment, moi, je présente le guide, j'en suis extrêmement fière, mais il y a toute une équipe qui a collaboré, qui s'est réunie fréquemment, qui s'est astinée, qui a trouvé des solutions. Donc, Nathalie et moi, on le présente, mais c'est le fruit de toute une équipe. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Notre plus belle récompense, c'est partager et utiliser le guide amplement. Voilà. Merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.